Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45, les titres de journal. Immersion dans l'univers des facilitateurs de la circulation, communément appelés bonhommes de la circulation. Ils sont chargés d'aider les apprenants à traverser la voie, un métier à découvrir dans cette édition. C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter la fente labiale? On en parle dans un instant. Et puis, l'hémophilie, c'est ce trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. On en saura un peu plus dans la page santé de ce journal. On ouvre cette édition par un sujet sur la sécurité routière. On les appelle les facilitateurs de la circulation. De nombreux établissements les sollicitent pour assurer la sécurité de leurs apprenants. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils veillent également à la sécurité des élèves pendant la traversée de la chaussée. Une tâche pas souvent aisée. Les précisions dans ce reportage. Appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie, d'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Eux seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Ainsi, je suis prêt, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter. Maintenant, tu vas en train de faire la main. Bon, certains se dépassent, toi. Et si tu n'es pas intelligent, là, il y a certains qui vont s'y coller. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça, sur la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les émidiamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les émidiamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent le drapeau rouge là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation.
Comment détecter la fente labio-palatine, l'une des malformations congénitales les plus fréquentes au monde? Une naissance sur 750 est l'une d'un enfant porté de fente labio-palatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Nous écoutons un chirurgien pédiatre qui nous édifie. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au deuxième trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultistes aussi savent bien le faire. On reste dans le domaine de la santé pour parler de l'hémophilie, une maladie rare mais fatale. C'est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang, entraînant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois en l'absence de blessure. Cette pathologie est appelée hémophilie. L'hémophilie, une maladie rare mais très fatale, nous dit Amandine Aniambosso à travers ce reportage. L'hémophilie, une maladie grave qui se manifeste dès l'enfance, surtout chez le garçon. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Elle est caractérisée par l'apparition des hématomes, des hémorragies internes ou externes. Par exemple, en cas de circoncision, après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématose en médecine. Ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Au-delà de ces signes qui sont les plus fréquents, on a des saignements au niveau du cerveau qui peuvent donner une paralysie. Une fois le diagnostic établi, la prise en charge du malade devient impérieuse. Le traitement coûte excessivement cher et le Bénin ne dispose pas des moyens nécessaires pour soulager les malades. Pour le moment, on a à disposition que les plasmas frais congelés. Les plasmas frais congelés nous permettent de substituer les facteurs qui manquent à l'enfant. On lui donne du plasma, on peut lui donner 2 à 3 poches de plasma selon l'intensité des saignements et autres. Mais on reconnaît tous que la transfusion de plasma n'est pas suffisante parce que la quantité de facteurs qui se trouvent dans le plasma est vraiment infime par rapport aux besoins des hémophiles. Près de 1000 Béninois sont atteints de la maladie et il n'est pas du tout facile de vivre avec un hémophile. Quand vous avez un enfant hémophile, vous vivez perpétuellement avec une angoisse, ce qui est assez difficile. Régulièrement, spontanément, l'enfant saigne. Vous l'amenez à l'école, il ne peut pas jouer au foot, parce que s'il joue au foot, il va saigner.
Vous n'avez pas accès comme ça à la société parce que vous êtes vu d'un autre œil. Elle n'arrive pas à vivre comme il se doit et elle vit avec un poids et en se culpabilisant en disant que c'est elle qui a fait que son enfant est atteint de cette pathologie. Et dans le but d'améliorer la prise en charge, le Bénin a été sélectionné pour bénéficier d'un programme de formation médicale et associative sur l'hémophilie, une initiative de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. La France est spécifiquement investie avec l'Association française des hémophiles pour établir des coopérations avec les pays en Afrique, avec plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Donc, de façon assez spontanée, on a décidé d'établir cette coopération, ce d'autant que les médecins enseignants en hématologie de Tours viennent depuis plusieurs années participer à des actions d'enseignement en hématologie. Et nous allons aussi travailler ensemble à mettre en place un réseau de médecins sur l'ensemble du Bénin pour permettre à tous les malades du Bénin d'être diagnostiqués et d'avoir un accès aux soins. Et pour cela, il faut mettre un réseau en place qui communique. L'hémophilie ne se guérit pas, mais avec le traitement existant dans le monde, l'espérance de vie des malades est prolongée. Et grâce à cette coopération avec l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, c'est une lueur d'espoir pour les hémophiles béninois. En son et en image, d'autres informations pêle-mêle au plan national. Arnaud Adadja a concocté la Nation en bref de ce mercredi. Bientôt, 2500 logements vont être attribués aux populations à bas revenus ayant souscrit au programme de construction de 20 000 logements. Lancés par le gouvernement, les travaux de construction des dites habitations ont permis de réaliser à ce jour plus de 10% du nombre total de logements selon la société immobilière d'aménagement urbain SIMO en charge du projet. Au Bénin, les jeunes femmes sont sous-représentées dans le secteur des mathématiques ou de la science en général. À cet effet, pour encourager les jeunes filles à embrasser la science et la technologie, les ministres de la Famille et de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle sont allés sensibiliser les jeunes filles du lycée des jeunes filles de l'Okosa. L'occasion a permis à Kwaro Yves Chabi, ministre de l'Enseignement technique, d'annoncer la construction prochaine de 4 lycées scientifiques modernes et de 2 écoles normales supérieures qui se chargeront de former les professeurs de mathématiques et de PCT. Éducation toujours. Les nouveaux manuels d'apprentissage du français et des mathématiques au cours d'initiation sont enfin disponibles. Les petits-enfants de nos écoles primaires pourront disposer dans les jours à venir des 10 ouvrages pour un enseignement de qualité. Les responsables de ces établissements ont reçu chacun son lot de documents. Ces acteurs du système éducatif, tout en remerciant le gouvernement pour avoir joint l'acte à la parole, souhaitent que le nombre de manuels soit revu à la hausse pour combler le gap engendré par les effectifs dans certaines classes. Diplomatie pour finir. Le diplomate français Jean-Luc Martinez a été en visite au Bénin. Il est venu consulter les autorités béninoises avant l'adoption d'une loi qui encadre la restitution des œuvres culturelles. Avant son départ de Cotonou, Jean-Luc Martinez a exprimé sa satisfaction et se dit impressionné par l'ambition culturelle du Bénin. Direction l'Ouganda, où le 10 janvier dernier, les écoliers ont repris le chemin de l'école après plus de 20 mois de fermeture des classes pour cause de Covid-19. C'est la plus longue fermeture d'école dans le monde pendant la pandémie. Parmi les 15 millions d'élèves qui sont restés à la maison, la moitié n'a reçu aucune éducation, même à distance. Le reportage de nos confrères de France 24 qui nous édifie. À cette heure, Ambrose Mouessigua devrait être en classe. Mais depuis le début de la pandémie de Covid, il doit travailler pour aider sa famille dans le besoin.
Je fabrique des briques pour que je puisse gagner de quoi payer les frais de scolarité. Avec un peu de chance, je vais pouvoir arrêter les briques et retourner étudier. Ambrose a de quoi s'inquiéter. Selon le gouvernement, un jeune Ougandais sur 3 pourrait ne jamais reprendre les études. Et Agnès, sa mère, n'a plus les moyens de payer les frais de scolarité pour ses 8 enfants. Je les ai emmenés dans une école publique. Mais même là-bas, ils demandent des uniformes, ils demandent des frais d'admission, des livres. Moi, je suis une mère seule. Je n'ai pas de travail ni de source de revenus au quotidien. Ces établissements publics, moins chers mais peu nombreux, se retrouvent aujourd'hui assaillis d'élèves. Ici, on accueille 40% d'enfants de plus qu'en 2020. Nous avons besoin de plus d'enseignants. Les enfants doivent être divisés en plus petites classes. 90 enfants dans une salle, vraiment, ce n'est pas gérable. De nombreux professionnels de l'éducation haussent le ton contre cette situation. Cette situation a de lourdes conséquences sur le développement du capital humain ougandais. Il faut que le gouvernement agisse et prenne des mesures pour que les enfants qui n'ont pas étudié pendant 2 ans rattrapent leur retard. D'après l'ONU, dans les pays en développement, 70% des enfants de 10 ans seraient désormais incapables de lire, contre 53% en 2020. La pandémie aurait anéanti 20 ans de progrès dans l'éducation dans le monde. La Covid-19 et ses conséquences sur l'éducation, l'Ouganda en est un exemple palpable. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Bonne soirée à tous.